Révélation de nos confrères du Figaro et plus précisément d'Isabelle Lasserre qu'on connaît bien évidemment sur ce plateau et qui nous apprend bien, que l'armée française est en train de former en toute discrétion des Ukrainiens au Mirage 2000. Alors pas forcément des pilotes, l'article évoque plutôt des personnels militaires aériens. Dans cet article on peut notamment lire que depuis plus d'un mois et demi, une trentaine d'entre eux reçoit un apprentissage accéléré sur les chasseurs bombardiers français sur les bases aériennes de Mont-de-Marsan et de Nancy. Effectivement, quand on regarde la carte, ça colle plutôt parce que dans ces deux villes, il y a effectivement des bases aériennes et des bases aériennes qui abritent justement des Mirage 2000. Alors, à peine cet article publié, le ministère de la Défense s'est aussitôt empressé de réagir, de répondre qu'en fait les choses étaient un tout petit peu plus compliquées que ça. Voilà la déclaration du ministère de la Défense. Hop. Nous formons des équipages ukrainiens en France à la défense solaire et à la survie au cas où leur appareil serait abattu. Nous ne formons pas de pilotes ukrainiens ni au pilotage ni à l'usage de systèmes d'armes. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Alors pourquoi le ministère de la Défense se comporte de la sorte ? Tout simplement parce que qui dit formation dit potentiellement livraison. Est-ce qu'on en est là ? Impossible de le savoir pour l'heure. Emmanuel Macron a déjà été interrogé sur la livraison potentielle de Mirage 2000. Il avait répondu que rien n'était exclu, mais que dans tous les cas, ça allait prendre du temps parce que forcément, cette formation, elle est longue, affaire à suivre donc, mais c'est vrai qu'on l'a vu avec d'autres exemples, notamment aux États-Unis. Formation ne veut pas forcément dire livraison, puisque souvenez-vous, aux États-Unis, on a appris là aussi très récemment que des Ukrainiens étaient formés aux États-Unis. Formés à quoi ? Au pilotage des F-16. Or, Washington le répète depuis des semaines, hors de question d'envoyer des avions de combat. Dans cet article, l'explication, c'est plutôt on se prépare au cas où quelque chose pourrait se débloquer. Et visiblement, c'est la même chose en France. En tout cas, c'est la même chose d'après notre consoeur du Figaro qui écrit « La France veut se garder toutes les latitudes. Si un jour la décision politique est prise, il faudra que les pilotes soient formés. » Affaire à suivre donc. Affaire à suivre, évidemment, on la suit très précisément. Merci beaucoup Nivine Potros pour ces explications. Dans ce débat, nous a rejoint le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour, ancien chef d'état-major des armées de l'air. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Alors évidemment, il y a la communication officielle et ce qui se passe en réalité. Pourquoi une armée de l'air française ou américaine formerait des membres de l'armée de l'air ukrainienne si ce n'est pas pour leur livrer des avions de chasse ensuite? Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire dans la formation des personnels en général, quelle que soit leur arme ou leur armée d'origine, et là en particulier dans le domaine aérien. Très clairement, et là je pense que le ministère dit toute la vérité, c'est vrai que le besoin de formation de personnel sur les systèmes qui sont déjà livrés, et là on parle des systèmes Crotale qui font merveille, si je puis dire, qui sont très appréciés des Ukrainiens, c'est les systèmes anti-aériens. Donc ça, c'est nécessaire de les former pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Et d'un autre côté, la formation des pilotes ukrainiens aux techniques de survie et de ce qu'on appelle la rescue, si vous voulez, en mauvais français, au combat. Ça, c'est extrêmement important, évidemment, puisque s'ils sont abattus à proximité des lignes russes, il faut qu'ils aient les bons réflexes. Et c'est ce qu'on fait en permanence pour la formation de nos propres pilotes, des pilotes de l'OTAN, des pilotes des différents pays de l'Union européenne. Il y a une formation commune pour que les procédures soient bien en place, parce que c'est une opération, on a vu des films d'ailleurs sur ce sujet, mais une opération qui est très complexe. Il faut non seulement les moyens, c'est-à-dire des hélicoptères, et puis peut-être des drones pour surveiller tout ça. Donc ça demande vraiment une excellente intégration de tous les éléments pour aller secourir un équipage ou un pilote. Et ça, on a un centre, l'armée de l'air a un centre de formation très avancé à Mont-de-Marsan, et c'est pour ça que effectivement ces pilotes sont intégrés à des cours et à des exercices qui sont multinationaux d'ores et déjà, qui sont conduits à Mont-de-Marsan. Donc tout ça est logique. Maintenant, pour répondre à la dernière partie de la question, bien sûr que si on veut penser un jour pouvoir fournir ce type d'armement, ce type de système d'armes à l'Ukraine et aider l'Ukraine à reconstituer son armée de l'air,
C'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance. Hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, pour le moins. Qu'est-ce que ça changerait sur le terrain si la France envoyait des Mirage 2000 et combien faudrait-il en envoyer pour que ça ait un impact réel ? Ça, c'est comme dans tous les domaines, dans ce domaine de capacité militaire. Si vous voulez avoir un impact, effectivement, c'est la bonne question. Il faut un nombre minimum. Vous savez, en France, on travaille sur des escadrons de combat qui sont de l'ordre de 15 à 20 avions. Mais derrière, évidemment, il faut à peu près 1,5 de plus d'équipage parce qu'il faut faire tourner ces avions. Donc il vous faut au moins 30 équipages formés pour bien faire tourner un escadron. C'est de cette nature-là. Donc en deçà, c'est pas efficient en quelque sorte. Et il faudrait que ça s'intègre dans une vision beaucoup plus large de ce que peut être l'armée de l'air ukrainienne si d'autres pays étaient amenés à lui donner des avions. La bonne nouvelle, c'est que les systèmes sont compatibles. Si vous voulez, l'interopérabilité au sein de l'OTAN, c'est un facteur extrêmement important. Donc, et c'est pour ça qu'il faut que les Ukrainiens acquièrent aussi tous ces réflexes. Maintenant, moi, je n'ai pas connaissance et je ne pense pas vraiment, en parlant vraiment franchement, que des pilotes soient formés aujourd'hui sur Mirage 2000. C'est pas le cas. Qu'il y ait des discussions, ça me paraîtrait assez normal. Mais les formations qui sont données aujourd'hui sont données sur des systèmes existants, sur des systèmes solaires, ou pour la formation à la survie en milieu hostile des pilotes s'ils sont amenés à s'éjecter. Alors, question de béotienne générale, quand il y a eu le débat sur les chars lourds, on disait pour que les chars puissent se coordonner sur le terrain, il faut envoyer des chars du même type, soit des chars français, soit des chars américains. Est-ce que c'est pareil dans le ciel ? Est-ce qu'on peut coordonner facilement des Mirage 2000 avec des Rafales, avec des F-16 ? C'est vraiment la question, une bonne question, c'est une question centrale dans le soutien qu'apportent les Alliés à l'Ukraine. Il faut leur apporter des vraies capacités et qu'ils ne soient pas embarrassés dans l'emploi de différentes capacités qui leur viendraient de manière parcellaire de différentes sources. Donc c'est ça l'enjeu. Si vous voulez, là on parle de ce qui est visible, c'est-à-dire les avions et les pilotes, mais derrière, il y a toute la chaîne de compétences techniques, les mécaniciens, la logistique, les munitions, les armements. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Et c'est vrai que plus vous fractionnez l'apport que les Alliés apportent, et plus vous rendez la vie des Ukrainiens difficile, et ils n'ont pas besoin de ça. C'est ça, en fait, l'idée derrière la livraison des Léopards, et peut-être demain, on verra, d'avions de combat, c'est quand même de créer une unité. Je vous ai dit que le minimum c'est un escadron de combat, mais même dans ces conditions-là, ça voudrait dire une chaîne logistique particulière par rapport à éventuellement d'autres avions comme des F-16 ou peu importe, quel que soit le type d'avion qui pourrait leur être livré. Donc il faut qu'on soit vraiment très attentif à fournir aux Ukrainiens des capacités qui soient utilisables et qui ne viennent pas leur créer plus de problèmes finalement qu'elles n'en résolvent. Général, vous restez avec nous. Je voyais réagir Jérôme Poirot. Oui, j'entends bien, mais ne pas fournir d'armement, c'est gêner encore plus les Ukrainiens. Ils savent quand même, ils ont fait la preuve depuis 1 an et même depuis 9 ans maintenant de beaucoup de savoir-faire, de débrouillardise, de créativité. Et donc, je pense qu'ils seraient en mesure de surmonter le fait d'avoir des avions 5 Mirage, 10 Mirage et 12 F-16. Je pense que du point de vue ukrainien, ce serait quand même beaucoup plus satisfaisant que 0 Mirage et 0 F-16. Mais le défi de la formation, le défi de la coordination, il est quand même réel. Oui, mais l'excellente nouvelle, parce que je pense fondamentalement que si Isabelle Lasserre se permet de publier de tels éléments, c'est qu'ils sont authentiques et actés. C'est une excellente nouvelle et ça lève aussi la question, parce que c'était aussi un des arguments du côté obscur de la force que de dire oulala, on ne peut pas livrer tel ou tel matériel parce que la formation, parce que la coordination avec des matériaux différents, etc. etc. En fait, ça lève aussi ces prétextes à certains endroits, de certains échiquiers, qui soient stratégiques, politiques ou économiques. En fait, ça lève, c'est surtout ça qu'on est en train de semer, de lever les prétextes ou les réticences ou les points de force, encore une fois, au côté obscur de la force, qu'on peut retrouver en France, aux États-Unis, etc. Et c'est tous
ça qui est en train d'être déminé. Et il semblerait que quand même ceux qui savent le mieux ce dont ils ont besoin pour repousser les Russes, c'est les Ukrainiens. Et les Ukrainiens n'ont pas l'air embarrassés en termes de formation. Il y a d'ailleurs des tas d'études qui montrent et des tas de commentaires à ce sujet. Ils sont capables de se former en des temps records et ils sont capables de coordonner des matériaux en des temps records. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de leur survie. Et quand on est en stratégie de survie, parce que c'est l'existence même de l'Ukraine qui est en jeu, on apprend très vite, en matière de formation et en termes de coordination. Magali Barthès. L'idée, c'est quand même se laisser en effet la possibilité à terme de livrer des avions de chasse. Et ce débat, il monte en Occident. Alors, c'est la même chose aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France. La décision, elle n'est peut-être pas prise, mais l'idée, c'est que si un jour on prend cette décision-là, il ne faut pas qu'il y ait des mois et des mois de formation. Il faut que les pilotes ukrainiens soient capables le plus rapidement possible d'utiliser ces avions au standard OTAN. Donc, quand Volodymyr Zelensky est venu, par exemple, à Londres, il en a discuté avec Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Il a été officialisé des formations, en effet, de pilotes ukrainiens sur des avions, donc au standard OTAN. Après, Downing Street a bien expliqué que ça ne voulait pas dire qu'on livrait, qu'ils allaient livrer immédiatement ces avions. Mais on se prépare à cette possibilité. De la même façon, lorsqu'on a appris dans la presse américaine que des pilotes ukrainiens étaient arrivés en Arizona pour être évalués, c'était les mots qui étaient donnés, c'est-à-dire combien les Américains voulaient avoir une idée du nombre de mois, quel était le délai qui était nécessaire justement pour former des pilotes ukrainiens au F-16, au cas où, évidemment, la Maison-Blanche prenne cette décision. Pour le moment, officiellement, la décision n'est pas prise. Mais manifestement, il y a quand même cette idée qu'il faudra peut-être aller plus loin. Donc, on prépare la suite avec ces formations. Emmanuel Véron. Oui, ça renvoie très précisément à la formation, puisque ça a été rendu public par différents canaux de pilotes ukrainiens sur des simulateurs aux États-Unis, notamment en Arizona et ailleurs, sur différents types d'appareils. Donc on sent bien qu'il y a de manière là aussi sous-jacente la possibilité de politique de ce type de livraison d'armement en appui aux troupes ukrainiennes sur le front. Ce qui est intéressant de voir, c'est la coordination, ce que disait le général, avec les avions qui ont été promesses de livraison polonaises de la semaine dernière et d'autres États otaniens, des MiG-29 si ma mémoire est bonne. Et donc là, il y aura de manière quand même une forme de coordination entre ces différents appareils qui ne sont pas tout à fait les mêmes pour ce qu'on appelle la MCO, le maintien en condition opérationnelle. Mais ça se prépare, c'est une question de volonté aussi et d'effort qui est tout à fait possible. Général Paloméros, qui est toujours avec nous, est-ce qu'une livraison d'avions de chasse français, peut-être américains, dans les semaines, dans les mois qui viennent, lancerait une guerre du ciel qui n'a jamais vraiment eu lieu jusqu'ici ? Elle a lieu, mais elle s'est arrêtée un peu, j'allais dire, faute de combattants. On ne va pas revenir sur les déficiences de l'armée de l'air russe. Elles existent fort heureusement d'ailleurs pour les Ukrainiens, sur le courage des Ukrainiens qui ont employé au mieux leur aviation, mais qui a des limites. Bon, je ne reviendrai pas sur la discussion qu'il vient d'y avoir. Il se trouve que j'ai déployé des avions sur des théâtres d'opération, vous imaginez bien, et j'ai cette expérience, donc vous pouvez me croire, ce n'est pas de la mauvaise volonté, je ne pense pas qu'il y ait de côté obscur de la force, il y a au contraire la volonté d'apporter de vraies capacités aux Ukrainiens pour qu'ils fassent la guerre. Et la guerre, c'est quand même l'affaire des militaires. Et jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché. Quand, depuis plusieurs mois, j'argumentais pour fournir des vrais moyens de défense solaire aux Ukrainiens, ça a fini par se faire. Je suis très heureux que la France y contribue. Il en était de même pour l'artillerie à longue portée. Donc, il faut savoir mettre un pas devant l'autre et ne pas précipiter. Le pire, ça serait qu'on livre des avions aux Ukrainiens et qu'instantanément, ils se fassent abattre, soit par la défense aérienne soviétique, qui est vraiment efficace, soit par d'autres avions de combat, faute de préparation. Donc, attention à ne pas tomber dans des excès. Maintenant, bien sûr, tout ce qu'on attend, c'est de pouvoir fournir des capacités militaires. Parce que derrière les avions de combat, la question à se poser, c'est quels armements dessus. Vous savez que sur la Mirage 2000, on peut monter des armements
qui portent à très, et sur le Rafale a fortiori, mais on ne parle pas de Rafale, qui peuvent porter à plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce qu'on veut fournir ce type de missile de croisière ou non? Ça, c'est une question purement politique aujourd'hui. On sait le faire, on sait entraîner des pilotes, y compris ukrainiens bien sûr, à utiliser ce type d'armement. Est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est ça la question. Quels effets militaires nous voulons apporter à l'Ukraine et dans quelles conditions? Après, le reste, vous savez, je suis sûr que les Ukrainiens s'en tireront très bien. Je suis d'accord avec vous, mais aidons-les et ne leur mettons pas dans les pattes des systèmes qu'ils ne puissent pas utiliser. Ça serait le pire de tout.